D'avance, je tiens à m'excuser pour cette révélation qui ne sonne pas grand seigneur, mais j'estime que je dois vous l'admettre. Régulièrement, il m'est arrivé d'être du côté des méchants. Au cinéma, hein. Non, parce que je veux dire, il existe plusieurs types de méchants au cinéma, comme il existe plusieurs types de héros. Il y a les héros, les anti-héros, ce genre de choses. Eh bien, du côté des méchants, il y a les méchants très méchants et les méchants un peu moins méchants. Ils sont méchants, mais pas comme les autres types de méchants. Par exemple, il existe une sorte de méchant qui est profondément indéfendable. Par exemple, John Doe de Seven. On ne peut pas soutenir ni défendre un gars comme ça. Ce type-là, c'est le mal incarné. C'est un véritable démon humain, un démon à visage humain, et tout le long du film, il commet des atrocités qui sont tout simplement inexcusables, innommables. Ce type est juste écœurant à tous les niveaux. Et c'est typiquement le genre de méchant où quand il meurt, eh bien, on saute de joie. C'est pas le genre où on va aller déposer des fleurs sur sa tombe. Bon, eh bien ça, c'est la première catégorie de méchants. Ensuite, il y a la seconde catégorie, que j'arrive pas trop à nommer. Enfin, si, j'arrive à les nommer, c'est assez compliqué, mais je les qualifie de méchants attachants. Par exemple, Nicky Santoro, incarné par Joe Pesci dans Casino de Martin Scorsese. Nicky Santoro, c'est un véritable méchant. Une crevure, un mec hyper dangereux, incontrôlable, imprévisible. C'est pas le genre de gars qu'on aimerait croiser dans la vie. Il en fait des conneries, il en fait des tonnes, pour autant, eh bien, Joe Pesci a su insuffler une humanité à son personnage, une identité, une énergie qui fait que, même si c'est une crevure, on s'attache à lui. Un autre exemple un peu plus extrême, Clarence Bodicker dans Robocop. Personnage incarné par le trop rare Kurtwood Smith, qui à l'époque nous avait régalé avec son personnage de méchant ultra violent extrême à tous les niveaux, alors que le gars, il a une tête de comptable. Bien malgré le fait que ce mec-là soit un gros vicieux, une véritable ordure, un type hyper violent, hyper dangereux, tout ce que vous voulez, eh bien je me suis attaché à lui et j'admets avoir éprouvé une sorte de micro-peine par rapport à ce qui lui est arrivé à la fin. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de méchants. Et surtout, il existe une autre forme de méchants, des méchants qui sont difficiles à cataloguer. Ce sont des méchants, mais pas que. Certains méchants sont des monstres, d'autres sont des monstres. Des monstres qui sont logiques, cohérents, parfois justes, et certains se permettent même de nous tendre un miroir, le genre de miroir qu'on n'a pas spécialement envie de regarder. Et c'est justement ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Laissez-moi vous proposer 10 méchants qui n'en sont pas vraiment. 10 méchants qui sont méchants, mais qui avaient quand même un petit peu raison. Ou presque. Avant que cette sélection se lance, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, si vous me regardez régulièrement sans être abonné, les gars, s'il vous plaît, soyez sympas, appuyez sur le petit bouton, la petite cloche, ça ne vous coûte rien, ça m'apporte énormément. Et aussi, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter parce que il y a matière, il y a des tas de choses à dire, et j'attends votre avis sur ce sujet. En 10e position de cette liste, on va commencer avec un cas extrême de méchant qui avait presque raison. John Kramer de la saga Saw. Son idée est simple, forcer ses victimes à se confronter à leur vie pour leur faire apprécier l'existence. Et on peut dire que tout le long de cette saga, on en aura vu des personnages qui ont dû puiser dans leurs ressources les plus profondes pour apprendre à aimer la vie. Et le truc, c'est que malgré la brutalité des jeux que propose Kramer, eh bien, il y a un fond derrière. Malgré toute cette violence, malgré tout ce sang, malgré toute cette barbarie, il y a quand même un petit fond. Alors sur le papier, en soi, Kramer ne tue pas vraiment. On peut dire de façon politiquement correcte qu'il crée des épreuves symboliques pour réveiller, on va dire, une certaine conscience. Alors certes, il aura aidé certains personnages, mais tout le monde n'aura pas cette chance. Et si en soi le sous-texte, la vision de Kramer se tient, ces jeux restent incroyablement violents et rien, absolument rien, ne légitime la torture. Donc personnage assez compliqué étant donné que, eh bien, malgré le fait qu'il propose des jeux, des épreuves aussi hardcore, on arrive à le comprendre et on arrive presque parfois je dis bien, à être de son côté. On n'en est pas loin. Et c'est justement ça, la force de cette saga, la force de ce personnage, c'est qu'on n'a pas affaire à un simple torture porn, à une simple saga de films ultra violents sans fond derrière. C'est tout le contraire, malgré la violence, malgré la brutalité, il y a toujours une certaine forme de philosophie. En arrière-plan, bon on parle pas de philosophie bien sûr de méga haut niveau, mais quand même, il y en a une. En 9e position, j'ai mis le personnage de Silva, incarné par Javier Bardem, dans l'excellent Skyfall. Alors personnellement, j'ai toujours eu de la compassion pour ce mec, parce que Silva, eh bien, c'était un agent secret, un agent de la couronne, qui s'est
sacrifié pour son peuple, enfin du moins sacrifié pour sa cause, sacrifié pour le MI6, et bien évidemment sacrifié pour le compte de M. Et l'idée de Silva est simple, c'est se venger d'un système, et surtout se venger de quelqu'un. Et en soi, quand on creuse un peu, et je dis bien juste un peu, on s'aperçoit qu'il avait pas tellement tort. Parce que non seulement le MI6 a menti, il l'a abandonné, et en plus, ils ont effacé son nom de la liste des agents morts au combat. Donc on comprend que Silva a le seum, d'autant plus qu'il s'est littéralement défiguré la tronche en essayant d'avaler une capsule de cyanure qui était censée le buter d'un coup, mais ce cyanure n'a pas spécialement marché, et donc ça lui a littéralement flingué le visage. Et j'admets que Silva, eh bien, j'étais de son côté. Et je trouvais que Bond en faisait des caisses, justement, en cherchant à l'éliminer, en cherchant à ne pas le comprendre. Bon, je demandais pas ce qu'il fasse spécialement à Miami, mais... ça aurait peut-être pas été mal d'envoyer plutôt un community manager, ou alors un gars qui fait, vous savez, un psychologue ou un négociateur pour calmer Silva, parce que, oui, envoyer un bourrin comme Bond pour le calmer, je sais pas si c'était le meilleur bail. Quoi qu'il en soit, même si sur le papier, Silva avait ses raisons, eh bien sa haine le dévore, sa haine le consume, au point de le rendre complètement fou. Il ne cherche pas la justice, juste faire tomber tout le monde avec lui. En 8ème position, on change complètement de registre, j'ai mis Terrence Fletcher dans White Plash. Personnage incarné par le trop récurrent mais toujours génial, J.K. Simmons. Terrence Fletcher est un prof de musique qui va littéralement martyriser un de ses élèves pour qu'il devienne un véritable cador de la batterie. Son idée, briser les limites de ses élèves pour faire naître des génies. En gros, c'est un gars de la vieille école. On utilise des méthodes extrêmes pour pousser les jeunes à exploiter leur plein potentiel, les pousser extrêmement loin de leur zone de confort pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et mine de rien, eh bien, on s'aperçoit que le Fletcher, dans le film, il avait pas si tort que ça. Et si en soi, dans le film, ses méthodes d'apprentissage sont extrêmes, eh bien dans le fond, il avait pas tellement tort. Étant donné qu'il poussera Andrew à un niveau qu'il n'aurait jamais atteint seul, il aura créé un monstre, mais un monstre de talent. Mais, sa méthode est abusive, humiliante, presque sadique, il sacrifie l'humain, littéralement, au nom de l'art. Sujet à creuser. En 7ème position, il faut que je parle de ce personnage trop sous-coté, mais pour lesquels j'ai éprouvé énormément de compassion. Quand j'ai découvert ce film quand j'étais gosse, grand classique des films d'action des années 90, le général Hummel, incarné par Ed Harris dans l'excellent The Rock. Alors personnellement, le monde militaire, j'y connais rien, mais si j'avais été soldat, ça aurait été cool de se battre pour un général comme celui que l'on voit dans The Rock, le général Hummel. Parce que le gars, il a un projet, obliger le gouvernement à reconnaître ses soldats, les soldats qui se sont battus pour la cause, qui se sont battus pour le pays, des soldats qui sont complètement passés à la trappe, disparus, complètement oubliés, et ça, c'est noble. Il s'est battu pour faire reconnaître les laissés-pour-compte de l'armée, ceux dont s'est servi et qu'on achetait ensuite. Ce qui fait de ce personnage un méchant très intéressant, étant donné que là on est très très loin du méchant classique de cinéma hollywoodien. Cependant, parce qu'il y a un cependant, ses méthodes. Il prend la ville de San Francisco en otage et menace directement des innocents. Et ça, pour l'honneur, c'est compliqué. Cependant, je le défends quand même parce que, quel autre moyen de se faire entendre? Il n'avait aucune autre alternative, tout le monde s'en foutait. Quand vous êtes au pied du mur, vous avez plus le choix, vous devez recourir à des méthodes extrêmes. Mais le vrai danger dans ce film, ce n'est pas en soi le général Hummel, mais quelques excités qu'il a sous son commandement, des soldats qui ne sont pas vraiment des soldats, mais davantage des mercenaires, donc... honnêtement, je le considérerai jamais comme un méchant, même si beaucoup le considèrent comme tel. Pour moi, à tort. En 6ème position, V de V pour Vendetta. Un film que j'ai du mal à catégoriser, je ne peux pas garantir si c'est un chef-d'œuvre ou alors un bon film, simplement. En tout cas, une chose est sûre, ce film est un peu trop sous-coté et un peu trop passé aux oubliettes. Tout le monde connaît en soi V pour Vendetta, l'iconographie du film, tout ça, le masque, machin. Mais en réalité, j'ai remarqué que personne n'a pris le pas, personne n'a pris l'initiative de le voir. Et je m'inclus dedans, parce que j'ai découvert assez récemment. C'est mon ex-copine qui m'a poussé à le regarder, a raison, et je l'ai trouvé relativement cool. Mais le mec de V pour Vendetta, c'est qui? C'est quoi? Et surtout, c'est quoi son projet? Eh bien, c'est un justicier qui cherche à renverser un régime autoritaire par la peur et par le chaos. Il agit contre une dictature, une société qui écrase, qui contrôle, une société un petit peu orwellienne. Mais, le problème de V, c'est que... il devient plus ou moins ce qu'il combat, à savoir un terroriste masqué, manipulateur, prêt à tout pour sa cause. Cependant, je ne le considérerai jamais comme un méchant parce que, là aussi, comme pour le général Hummel, dans un monde extrême comme celui-là, vous êtes obligé de recourir à des méthodes extrêmes. J'arrive à le comprendre, et comme le dit très bien l'adage, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et compte tenu du climat politique qui est mis en scène dans V pour Vendetta, eh bien on le comprend quand même le V. En 5ème position, j'ai mis le général Zod
de Man of Steel. Général Zod, incarné par le toujours excellent Michael Shannon. Le Général Zod est considéré comme un vrai méchant, le mec veut ravager la Terre, il veut bousiller tout le monde. Oui, c'est pas cool, c'est pas sympa pour nous. Mais, tout ce que cherche à faire Zod, c'est sauver son peuple en recréant Krypton coûte que coûte. Il est programmé pour protéger sa civilisation, il suit sa mission jusqu'au bout. Son projet est très simple, c'est sauver son peuple, sauver son identité, et comme on le voit au début de Man of Steel, bon bah Zod, c'est lui qui avait plus ou moins raison, parce qu'il alertait les officiels et les autorités de sa planète sur les dangers qui guettaient Krypton. Et personne l'a écouté, tout le monde s'en foutait complètement. Et son discours était trop extrême, du moins trop extrême pour une certaine élite, complètement déconnectée d'une certaine forme de réalité. Sur le papier, il a eu raison, cependant, Zod est tout simplement incapable de changer, incapable de compatir surtout, il préférera anéantir une planète plutôt que d'en sauver une autre. Parce que oui, sur le papier, c'est très beau de vouloir sauver son peuple, mais bon, là c'est au détriment d'une autre. Et c'est chiant quoi. En 4ème position, un de mes préférés, le sergent Barnes dans Platoon, merveilleusement incarné par Tom Berenger. Platoon est un film que je ne recommanderai jamais assez, pour moi un des films de guerre les plus réalistes, les plus crédibles, au moins du point de vue, bon alors après j'y étais pas non plus, mais du point de vue social, c'est une véritable merveille, car le film montre bien la réalité sociale des soldats, tout simplement. C'est des prolos qui sont envoyés se friter à l'autre bout du monde pour des intérêts qui les dépassent, hein. Puis ces mecs-là, les mecs qui partent au combat, c'est des ouvriers, c'est des white trash, c'est des noirs dont tout le monde se fout, et ces mecs-là, ils vont faire le boulot que personne veut faire, et tout ce qui les attend en retour, c'est bosser dans une usine, dans des stations essence, enfin bref, ce film montre une certaine réalité sociale. On est très très loin de l'idéalisme et de l'angélisme du gros des films de guerre. Et le sergent Barnes, c'est justement le pur produit de ce monde, le pur produit de cette barbarie, un Américain de l'Amérique profonde qui est envoyé au Vietnam et qui se retrouve en enfer, tout simplement. Et son visage porte les stigmates de cet enfer. Et au fur et à mesure de ces mois et de ces années de guerre, Barnes va perdre progressivement toute son humanité. Cependant, Barnes pour moi n'est pas vraiment un méchant, parce que tout ce qu'il cherche à faire, c'est déjà d'une, survivre, mais surtout protéger ses hommes, protéger son escouade, sa section. Pour ça, à ce niveau-là, ce mec-là, c'est juste un père spirituel, et également un combattant hors norme. En réalité, Barnes a tout compris, et il est le miroir inversé du personnage incarné par William Dafoe, à savoir Elias, qui lui reste un sergent idéaliste. Pour le coup, je suis davantage proche de lui par rapport à ma vision du monde, tout ça, mais, dans un cas de figure comme celui qu'on voit dans ce film, Barnes c'est celui qui est le plus proche de la réalité, car c'est un véritable chien de l'enfer qui est dans cet univers, dans ce monde, et c'est lui qui a, on va dire, les pieds sur terre. Et ce mec-là, il ira tout simplement jusqu'au bout. Il a compris que la guerre ne récompense pas les gentils, et que ça transforme naturellement les gens en bêtes sauvages. Et pour survivre dans cet univers, il faut aller au-delà du principe même de bête sauvage. Ce qu'il va devenir. Et c'est justement là le nœud du problème. Parce que Barnes acceptera l'horreur comme règle, et il ira toujours au-delà de cette horreur, au point de commettre l'indéfendable. Je n'en dis pas plus, mais ceux qui ont vu le film savent naturellement à quoi je fais allusion. En tout cas, le sergent Barnes est un personnage très intéressant, très emblématique, et j'ai envie de dire, c'est pas tellement un méchant, il est considéré comme un méchant, mais je demanderais qu'on mette des guillemets, à ce mot-là, dans ce cas de figure, car personnage extrêmement intéressant, personnage touchant en réalité, car s'il est dur comme l'acier, il l'a avant tout pour une seule et unique raison, la survie de son clan, la survie de ses hommes, la survie de ses frères d'armes. En 3ème position, ça va jaser, j'ai mis Thanos. Je suis désolé de vous le dire, c'est pas politiquement correct, mais globalement, Thanos avait raison. Son projet est très simple, rééquilibrer l'univers. Et pour ça, comment faire? Eh bien en supprimant la moitié de toute forme de vie, rien que ça. Alors oui, je sais bien, ça sonne pas très glorieux, hein, ce principe de claquer dans ses doigts pour voir la moitié de toute forme de vie disparaître, comme ça, à travers tout l'univers. C'est vrai que c'est pas très politiquement correct, c'est sûr. Cependant, Thanos semble être le seul à avoir identifié un vrai problème, à savoir la surpopulation. La surpopulation et surtout l'épuisement des ressources. Et je sais, ça va prendre avec des pincettes, hein, on parle d'un univers fictif, tout ça, donc je veux pas du tout voir ça pour notre monde actuel, attention, hein, j'estime que, comme beaucoup, on est trop nombreux, mais on est surtout trop nombreux sur des zones données. À vrai dire, je veux pas dire que la Terre souffre de sous-population, mais presque, on n'est pas si nombreux que ça en réalité. J'ai lu pas mal de stats, pas mal d'études là-dessus, et en vrai, l'humanité est pas si nombreuse. Les vrais problèmes sont en réalité une surpopulation dans des zones, toujours les mêmes zones, hein, les grandes villes, tout ça machin, et la surconsommation, c'est davantage ça le problème. Et bien évidemment, on peut faire entrer en ligne de compte tout ce qui touche à la vie animale, la flore, et globalement, j'ai cru comprendre
qu'on n'est pas en surpopulation non plus, faut pas déconner. Mais en imaginant qu'on est dans un monde ultra surpeuplé où on se reproduit comme des fourmis, bon là, je peux comprendre que le petit claquement de doigts, c'est pas de trop. D'autant plus que c'est globalement un truc indolore, qui fait pas spécialement mal, enfin du moins quand on le vit, c'est pas comme si on vous bombardait au napalm, qu'on vous embroche à coups de baïonnette, c'est quand même relativement doux comme façon de disparaître. C'est pas la plus classe, certes, mais bon au moins... Mais le problème de Thanos, c'est que sa solution, elle est inhumaine déjà d'une, bien évidemment, mais surtout, elle reste quand même assez arbitraire. Parce que bon, en claquant des doigts, Thanos, il tue pas simplement, genre, les criminels, les mecs les plus toxiques, ce genre de choses. Non, il dégomme tout le monde, à savoir des gens au pif, des enfants, des femmes, donc tout le monde prend cher. Et ça, c'est un peu saoulant, quoi. Encore, il déciderait de faire disparaître les éléments les plus nocifs. Ok, pourquoi pas, sauf que là, c'est tout le monde, quoi. Donc, ouais... Alors il ne crée pas un avenir, il efface le présent, mais le truc c'est qu'il n'y a pas grande solution qui sont proposées en retour par les Avengers. Leur but à eux c'est de défoncer Thanos, rééquilibrer le cours de l'histoire machin, et c'est tout. Et c'est ça un peu qui me dérange, c'est que en gros les Avengers se pointent comme les grands défenseurs de la veuve et l'orphelin, sans proposer spécialement de solutions concrètes derrière, les solutions qui sont pas spécialement jolies, pas spécialement politiquement correctes, pas spécialement sympas, mais ces solutions, faudra bien y arriver un jour. Et pour le coup, dans cette saga, Thanos semble être le seul à avoir pris cette réalité à bras-le-corps. En deuxième position, j'ai mis Arthur Fleck du film Joker. Personnage que j'adore, qui me touche, qui me terrifie, qui me fascine, qui me met dans un état de malaise, mais personnage pour lequel j'éprouve énormément de compassion de par son vécu, de par sa souffrance. J'ai fait une grosse vidéo, une grosse rétrospective pour en parler. En tout cas, l'idée de Fleck, elle est très très simple. C'est l'indifférence d'un système qui écrase les plus faibles. Et on peut dire que là-dessus, Arthur est bien placé pour en parler. Arthur est ignoré, méprisé, moqué, fracassé par la vie, tout ce que vous voulez. Il est le produit, l'incarnation, le symbole d'une société complètement malade. Une société sans pitié, en pleine crise économique où c'est la survie du plus fort. Bref, Arthur Fleck est aux premières loges de tout ce qui déconne dans cette société moderne. Enfin du moins, moderne en apparence. Et quand on le voit à la fin face à Murray, s'il manque d'éléments de langage, s'il manque d'une certaine forme de manière dans son discours, il a pas tellement tort dans le fond, je dis bien dans le fond. Enfin, on comprend totalement sa vision, on comprend totalement son approche, et surtout, on comprend sa souffrance. Quand on a un minimum de compassion, d'empathie. Le problème, c'est que la colère d'Arthur, sa rage, se synthétisera en chaos, un chaos aux conséquences tout simplement désastreuses, et Fleck finalement ne cherche plus l'admiration, il cherche la destruction, il cherche à tout cramer, tout bousiller, et bon bah c'est... ça, on peut trouver ça triste, hein, mais c'est mal, c'est pas bien, mais c'est compréhensible, c'est pas excusable, mais c'est compréhensible. Et enfin, en première position, j'y ai mis un méchant trop honteusement oublié, Ozymandias du film Watchmen, je me rappelle plus du nom de l'acteur, mais en tout cas, il était excellent dans son rôle. L'idée d'Ozymandias est très simple, elle se tient en une ligne, sauver l'humanité en déclenchant une véritable catastrophe, à savoir faire péter une bombe nucléaire au cœur de New York. Chaud. Le truc, c'est que, Ozymandias, il avait raison. Sur toute la ligne, parce qu'Ozymandias a très bien compris le fonctionnement du mindset humain. Et il avait très bien compris que, compte tenu des événements, compte tenu de la conjoncture, c'était ça, ou la guerre totale, la guerre absolue. Son plan de faire péter New York aura fonctionné. Il mettra fin à la guerre froide et évitera l'apocalypse nucléaire. Mais bon, pour ça, il aura fallu sacrifier des millions de vies, des millions de New-Yorkais, pour pouvoir sauver des milliards d'individus. Et au risque de vous choquer, eh bien, je comprends tout à fait, et malheureusement, l'humain est ce qu'il est, et comme Ozymandias a très bien compris l'être humain, comme il a très bien compris la dynamique de l'individu, la dynamique des politiques, de l'époque, tout ça, il n'y avait pas d'autre choix que de commettre une barbarie absolue pour protéger l'espèce. Parce que s'il n'avait pas commis une barbarie froide comme celle-là, la folie des hommes aurait poussé à l'apocalypse nucléaire via le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, et tout aurait fini en apocalypse nucléaire, en hiver nucléaire, ce que vous voulez, et personne n'en serait échappé vivant. Ce qui pousse à la réflexion, est-ce que Ozymandias est le véritable héros de ce film? Est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il avait bien fait de le faire? Moi je pense que oui, parce que les Watchmen, malgré leur bienveillance, malgré leur dévotion pour l'humanité, ils n'auraient jamais pu aller jusque-là, ils n'auraient jamais pu aller jusqu'au bout de ce genre de projet, un projet absolument horrible, mais malheureusement nécessaire, un mal nécessaire. Et vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Et exceptionnellement, pour ce type de sujet, il est temps de terminer par une conclusion. Dans le fond, ce qui rend ces personnages si fascinants, c'est pas qu'ils veulent détruire le monde, c'est qu'ils veulent le réparer, mais à leur manière, une manière froide, brutale, sans compromis. Et si ça nous dérange autant, c'est peut-être parce qu'on sait que, dans un autre contexte,
on aurait pu faire pareil. Voire même, on aurait fait pire. Alors dites-le moi en commentaire vraiment, vous, lequel de ces méchants vous a mis le plus mal à l'aise? Et lequel vous a presque donné envie d'y croire? Vraiment, ça pousse à la réflexion, hein. Et je compte sur la vôtre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous. Ciao.